Chers tous et toutes, bonjour, je suis en compagnie donc de Sébastien Richet, qui est psychologue à Lyon et formateur incorporé pour la première interview des formateurs incorporés. Sébastien, bonjour, Salut. ça va? Bah ouais, très bien. Belle journée à Lyon. Belle journée à Lyon, ouais. L'idée aujourd'hui c'est qu'on puisse du coup te découvrir toi, qu'on puisse te connaître un peu mieux. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu fais en psycho? Comment t'es arrivé là? Ah oui, d'accord. Donc même la Ah ouais, préhistoire. tant qu'à faire, oui, préhistoire. Donc je m'appelle Sébastien Richer. Effectivement, je suis psychologue depuis un peu plus de 20 ans. Euh, 20 ans? 21 ans, ouais. T'en as plus que moi. T'es diplômé depuis quand? 2003. Ah bah oui, c'est en 2006. C'est ça. C'est ça les Ok, votre tu es génération. l'ancien, donc préhistoire, Exactement. effectivement. Et comment on arrive en psycho, disons que ça fait partie des choses qu'on essaye de travailler pendant les premières années. Probablement l'envie de soulager cette part de nous qui a envie d'accompagner, d'aider, d'être plutôt à la place de celui qui permet d'apaiser un peu les choses, quoi. Quelque chose qui n'est pas très forcément très conscient au départ. Et puis, Ça veut dire que tu es rentré à la fac en sachant déjà que tu voulais faire ça? Ou en fait, je suis rentré en médecine, en Ah, sachant que je voulais être psychiatre. ok. Voilà. Et puis j'ai fait 2 ans de médecine, enfin 2 fois la première année. C'est des années qui étaient un peu costaudes en termes de challenge à l'époque. On était sur des numerus clausus un peu rudes. Entendu. Voilà, c'est ça. Et puis, à la fin de la deuxième tentative, je me suis dit que la logique, c'était de se retrouver plutôt, de continuer ce que j'avais envie de faire sur une autre forme, quoi. Voilà. Donc, je me suis inscrit en psychologie avec Ok. cette idée de transformer, on va dire, ce- cette dimension, quoi. Et c'est quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir pu aller au bout d'être devenu psychiatre, puisque c'était ton premier objectif finalement. Alors, avec 21 ans de recul, pour avoir eu l'occasion de travailler dans plusieurs contextes de soins et en équipe beaucoup, et notamment beaucoup avec des collègues psychiatres, je me suis souvent dit que c'était pas mal D'avoir bifurqué? d'avoir bifurqué pour plein Ouais. de raisons, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, mais ça a été quelque chose qu'il a fallu traiter, intégrer, voilà, comprendre comme un premier échec, on va dire quand même, effectivement, qu'on a prévu quelque chose et puis que ça se passe pas Oui, c'est ça. comme c'était attendu. Mais avec le recul, je pense que le terrain de jeu du psychologue me correspond mieux Mmh. que la réalité clinique que mes collègues psychiatres notamment ont parfois devant eux, notamment avec des enjeux administratifs voilà, qui prennent beaucoup de place. Et puis je trouve une liberté en tout cas que j'ai pu développer dans ce parcours de psychologue que j'aurais peut-être pas trouvé si ça s'était inscrit dans une histoire plutôt psychiatrique. Mais Ok. Donc a priori aujourd'hui, pas de regret. non, je crois qu'aujourd'hui c'est plus tranquille. Ok, très bien. Alors du coup tu débarques en psycho et tu fais tes études où? Tu restes À Lyon. ici à Lyon ou, Ouais. J'ai fait mes études à Lyon 2. Et alors c'est quelle ambiance Lyon 2? Parce que... C'est une faculté qui est plutôt. Alors il y a plusieurs propositions, mais on va dire globalement, quand même, en tout cas en psychologie clinique, moi c'était ce qui m'intéressait Donc dès le plutôt départ. Je psychanalytique? voulais travailler plutôt dans le soin, ça c'était une évidence. Ouais. Donc plutôt une approche psychanalytique, en tout cas psychodynamique, on va Ouais. dire, avec des références qui n'étaient pas non plus. On n'était pas obligé de choisir un seul auteur ou une seule obédience, quoi. Donc ça c'était quand même important pour moi assez vite de ne pas se retrouver coincé dans une approche qui enferme, quoi. Ils étaient plutôt ouverts du coup. Donc il y avait des professeurs qui proposaient différents éclairages, mais on pouvait comme ça un peu là aussi écouter des choses différentes, sentir ce qui nous semblait le plus correspondre à ce qu'on voyait dans le cadre de nos stages. Voilà. Mais en tout cas, voilà, une formation de base jusqu'au DESS à l'époque,
Oui. Plutôt avec une assise, on va dire, des repères psychodynamiques, avec beaucoup de réflexion sur la question du lien, sur la question de l'engagement thérapeutique, sur la question des enjeux institutionnels aussi. Voilà, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place, la question des groupes. C'était des dimensions qui m'intéressaient beaucoup. Ok. Et alors, tu as été amené à écrire des mémoires, à faire des écrits. C'était sur quoi? C'était sur quoi? Alors c'était, comme T'en souvent, as fait combien? 2, 3? ou plus. Ah Ouais, ouais. on en a plein à faire en fait. C'est vrai. Euh, Moi, à Bordeaux, j'en ai eu 2 à faire. Bon, celui de maîtrise et celui de Master Pro. Mais avant, Ouais. si je compte pas tout ce qui est ces comptes rendus de stage ou tout comme ça, c'est pas des recherches. Tu témoignes de ce que tu as fait en clinique éventuellement, mais c'est pas. Non, c'était assez varié. Je me rappelle d'un mémoire de neurosciences auquel je repense parfois avec un sourire aussi, parce qu'en fait j'avais travaillé sur l'erreur de Descartes, qui venait juste de sortir à l'époque de Damasio, justement sur la question des émotions. Enfin, et je me dis qu'en fait ça fait 20 ans que je continue de travailler sur cette ligne-là aussi de plein d'autres manières. Et puis c'est souvent Tu sors de je pense donc je suis. Ouais. D'accord. Pour Il va arriver falloir ressentir. Il va falloir ressentir. Il m'arrive des trucs On est là-dedans. et que voilà, c'est ça. Et que j'en ressens ce que je peux et qu'est-ce que je vais en faire, quoi. C'était un peu ça une des pistes que ce dossier en tout cas m'avait aidé à articuler avec les autres approches, en tout cas, qui étaient effectivement plus psychodynamiques. Et puis après, comme souvent, c'est au fil des stages en fait qu'on est accueilli dans des espaces qui nous font nous poser des questions. Moi, j'ai assez vite. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Ça s'est passé comme ça. J'ai assez vite travaillé dans des contextes hospitaliers. Ouais. Et j'avais même commencé un stage avant le bac dans un hôpital gériatrique. C'était un truc qui. Voilà, ça m'intéressait. Avant le bac, ouais. J'avais cette idée de pouvoir travailler plutôt avec des personnes qui avaient une histoire, qui avaient. Voilà, des choses peut-être de l'expérience que j'avais pas encore. Je sais pas, je crois que j'étais dans cette idée-là. Et donc assez naturellement, j'ai commencé à chercher les premiers stages et j'ai eu la chance de pouvoir exercer, en tout cas aller à la rencontre des personnes dans un long séjour par exemple. Et puis après j'ai travaillé comme garde de nuit pendant mes études et puis dans le cadre de mon travail comme garde de nuit dans une unité protégée pour des personnes touchées par des maladies d'Alzheimer. Un projet un peu qui était assez innovant d'ailleurs à l'époque, des petites unités, enfin c'était assez chouette. Et puis dans ce cadre-là, il y a quelqu'un qui m'a dit mais je connais quelqu'un qui travaille là, enfin voilà, on s'enchaîne et puis je me retrouve à Paris à faire un stage pour une fondation qui travaille sur la maladie d'Alzheimer. Okay. Donc ça a été hyper riche là aussi, d'aller à la rencontre. C'était en quelle année là? Ce stage-là, ça a été mon stage de master. Okay. Voilà, et entre-temps, j'ai fait des stages dans plusieurs structures hospitalières, plusieurs hôpitaux gériatriques de la région lyonnaise. J'avais fait un stage dans un lieu écoute pour adolescents aussi. Autre contexte, autre public, autre manière de travailler. Totalement, ouais. Les systèmes, je crois que c'est aussi quand même un point commun que j'ai gardé tout au long de ce parcours-là, quand je le regarde avec un peu de recul maintenant, de voir que oui, on s'intéresse à la vie psychique, intrapsychique, ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, c'était un des axes, notamment à Lyon 2, avec effectivement plutôt une approche psychodynamique, plutôt l'individuel, mais quand même toujours en articulant ça et à des contextes familiaux, et des contextes de mode de vie, des contextes d'application institutionnelle aussi. On n'est jamais indépendant du contexte. Et puis la question du corps, voilà, qui là aussi finalement a toujours beaucoup embarqué en tout cas. Donc j'ai travaillé à la fin de mon DESS, j'ai eu la chance de trouver assez rapidement du boulot en fait par rapport à... Et alors ton mémoire de DESS c'était quoi? C'était sur quoi? C'était sur les enveloppes psychiques. Les enveloppes psychiques, ça c'est beau ça. Voilà. Et j'avais fait un travail un peu
bien trop disproportionné. J'ai une prof qui m'a, avec beaucoup de douceur, permis de revenir un peu sur quelque chose de plus adapté, mais j'étais parti en fait sur un protocole de recherche de Rorschach avec des patients touchés par la maladie d'Alzheimer et voir comment, à travers le Rorschach, on pouvait un peu comme ça suivre leur manière d'articuler leurs pensées, voilà, travailler autour des enveloppes psychiques et voir comment se désorganiser en fait, et les tentatives de réorganisation par rapport à la façon dont le corps troublé, abîmé, empêché par la maladie, essayer de se retrouver, de garder une Donc, si je résume, ce que je comprends, hein, forme de pensée. c'était arriver à évaluer via Rorschach comment les enveloppes psychiques étaient impactées pour des gens qui étaient malades. Pour les gens malades. C'est ça. Donc j'ai Et monté voir- tout un protocole, un truc. Et aussi peut-être l'impact des soins du coup. Est-ce que ça rétablissait les enveloppes psychiques ou est-ce que tu as Alors été jusque-là ou c'était pas jusque-là. rappelé jusque-là? En DESS, ouais, c'était. Oui, Et puis finalement, théorie. c'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce Comment que ça ce s'est passé protocole qui m'a embarqué dans des choses beaucoup trop ambitieuses. Et finalement, ce qui m'a permis d'aller au bout de ce mémoire, c'est d'accepter de le redétricoter Mhm. et de retravailler en fait à partir de 5 rencontres, je crois. Et où j'ai travaillé à partir de ce canevas-là sur la manière dont on avait pu se rencontrer avec 5 personnes différentes touchées par le Alzheimer, mais en changeant complètement de zoom en fait. Mhm. Et c'était, je pense, aussi intéressant avec le recul. Ça a été un vrai travail un peu vertigineux de détricotage, on va dire. Et c'était assez inconfortable à quelques mois de la fin du DESS de devoir faire ça. Ouais. Mais ça a été, je pense, une bonne idée. Voilà. Donc ça a été beaucoup plus en gros sur la relation, et tout d'un coup le Rorschach et ce travail autour des enveloppes est plus devenu une médiation en fait, de rencontre. Voilà. Et de travailler sur mon mémoire, en fait j'ai travaillé là-dessus. Et donc tu disais, avant que je te coupe, tu avais facilement trouvé du taf en sortant. Voilà. Et oui, parce qu'en même Ce temps, qui donc, est j'avais fait très mon. rare pour un psy. Ouais. T'as attendu combien de temps? Parce que moi, ça m'a pris un quelques an. semaines. À quelques semaines, t'as eu ton contrat. Enfin, mon contrat. Des petits bouts de contrat, un cours par ici. Ok. Mais entre-temps, j'avais donc eu la chance aussi de faire un stage de DESS, parce qu'on avait plusieurs stages à faire. Alors, j'avais travaillé en psychiatrie du sujet âgé, et puis j'avais fait un stage dans une fondation qui était la Fondation Médéric Alzheimer. Et ce qu'ils m'avaient proposé, c'était aussi en fait un truc assez chouette avec le recul, c'était de faire un travail de consultant. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné la possibilité d'aller à la rencontre d'une quinzaine de projets partout en France et d'aller voir des équipes qui faisaient des choses dont parfois ils ne se rendaient même pas compte à quel point c'était précieux, mais qui développaient des projets du quotidien pour le bien-être des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Donc ça peut être un EHPAD qui, je sais pas moi, avait fait un projet avec un vélo et qu'ils avaient aménagé pour pouvoir aller organiser des promenades et emmener les gens faire marcher, enfin des choses, ou des histoires qui permettaient de travailler sur les rythmes de nuit, s'organiser pour qu'on décale complètement la nuit, pour qu'il puisse y avoir une espèce de petit troquet entre guillemets dans la maison de retraite, enfin, un semblant d'espace un peu social comme ça pour les gens qui erraient, que ce soit pas, enfin, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Et d'aller à la rencontre de toutes ces équipes et de récolter leurs paroles, de la mettre en forme, de rendre compte à la fondation qui pouvait après. En fait, j'allais voir des gens qui avaient reçu une aide et qui avaient mis en place le projet grâce à cette aide, et c'était pour un peu valoriser ce qu'ils avaient fait. Donc là aussi, c'était en fait hyper riche pour le jeune. Je suis en train de me dire que tu as eu énormément d'expérience là, super riche, juste avant ton. Oui, c'est ça, avant de commencer. Ton premier boulot. Et alors, du coup, tu trouves où? Tu fais quoi? C'est Alors, vital? les premiers postes, non, ça va être dans une maison de retraite pour religieuses. Ok. Alors, autre contexte, tout l'enjeu aussi là, de la communauté, de la culture, ça aussi va être très, très riche, très intéressant. Avec des congrégations qui étaient différentes, qui se retrouvaient dans les mêmes espaces de vie, des femmes qui avaient vécu donc que des religieuses, donc des femmes qui avaient vécu
des parcours très différents, là aussi en fonction des couleurs de leur congrégation, certaines qui avaient été enseignantes, qui s'étaient retrouvées en Afrique, d'autres qui avaient été soignantes, d'autres qui avaient été voilà, une vie plutôt dédiée uniquement à la religion, enfin, voilà, et confrontée à cette expérience de la perte d'autonomie, de l'avancée en âge, aussi du corps qui vient poser plein de questions et qui blesse, qui fatigue, qui hurle, qui fait vivre voilà, énormément de choses. Donc se retrouver effectivement comme un des seuls hommes dans l'institution. Et ça jeune en plus, psychologue. c'est vrai. Voilà, ça aussi, On est peu nombreux. assez formateur. Ouais. C'est quasi miraculeux qu'on ait pu se retrouver autant dans Incorporé. T'as des statistiques savoir combien non, on mais est. ça serait peut-être intéressant de voir. Et je pense que ça colle avec la population globale, les psychologues. Des psychologues. Ok, donc ça c'est ton premier taf. Et Ouais. alors après? Et puis après, donc c'est des postes qui sont à mi-temps, enfin, ou même pas à 25%, et puis après 33%. Donc après, je travaille aussi donc, dans un lieu écoute pour adolescents. Ok. J'allais faire une première expérience de stage, et puis donc là, ça a été aussi hyper intéressant. Autre contexte, Vaux-en-Velin. Le lieu, c'est un lieu qui est dans une tour, banalisé. Les jeunes viennent comme ils peuvent. Quoi. Donc c'était en même temps, quoi. Donc c'était intéressant d'avoir Tu des faisais tout en même semaines. temps, tu faisais les religieuses et les ados. Et les ados. Ok. Et Très, puis très après, j'ai riche. combiné comme ça des postes dans d'autres institutions, gériatriques notamment. Et puis après, on m'a proposé des postes avec des temps un peu plus longs. Donc j'ai réorganisé, j'ai fait des géométries en fait, variables, on va dire, sur mes temps qui étaient assez vides, des temps assez quasiment des temps pleins, mais faits plein de bouts, de plein de petites choses. Donc ça fait travailler la souplesse, on va dire. Oui. Et géographique Et alors quand est-ce que ça se stabilise? Ça se stabilise quand je commence à avoir un poste dans un service de soins de suite, de réadaptation. On est en Qu'est-ce quoi? que c'est que ça? Soins de suite? Soins de suite et de réadaptation, c'était un centre qui était géré par la Croix-Rouge. Ça ne dit rien du tout. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un espace dans lequel tu peux être accompagné quand tu sors de l'hôpital. Par exemple, tu viens de tomber, si tu as une fracture. Et donc, c'est pour les personnes âgées, là aussi, soins de suite gériatriques. Et souvent, c'est donc des gens qui arrivaient suite à une chute ou dans les suites d'une opération et qui, pendant un mois, étaient accompagnés par une équipe avec des soins assez contenants, assez importants, mais sur un temps limité. Et avec tout ce qui se condense pendant ces semaines-là pour travailler sur qu'est-ce qui vient de m'arriver, qu'est-ce que ça a comme effet, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce qui va se passer après. Donc c'était aussi toutes les questions autour de est-ce que je peux retourner à domicile, quels sont les aménagements que ça va demander au niveau du logement, au niveau de mon rapport à mon corps, de mon rapport là aussi au système familial, comment ça implique des histoires de réaménagement des aides, des présences des uns et des autres. Donc là aussi, en tant que psychologue, c'était vraiment un poste qui était hyper intéressant parce que c'était vraiment d'être à l'interface de tous ces enjeux-là. Oui, parce que j'allais dire que ça t'obligeait déjà à être hyper intégratif. Ouais. Alors que c'était en 2000 quoi? En 2006. 2006 à 2011 à peu près. Ok. Et là à cette époque-là, du coup, tu es formé déjà dans des approches thérapeutiques ou pas du tout? Je suis formé, Juste avec ce que la fac t'a donné. Exactement, voilà, c'est ça. Donc c'est une approche qui est essentiellement basée sur la question de l'implication du lien clinique, mais du lien, on arrive avec ce qu'on est, comment quand on rentre dans cette chambre, comment on est dans cette équipe, comment on devient un peu le passeur des informations qu'on récolte, comment on travaille ça avec les soignants qui partagent aussi l'accompagnement au quotidien des personnes qu'on accompagne, mais c'est surtout basé sur la parole, sur la présence déjà, mais c'est sur une forme de relation. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas du tout d'approche psychocorporelle, il n'y a pas encore d'approche thérapeutique spécifique. C'est déjà une approche thérapeutique en soi, un regard psychodynamique, c'était
ça a été précieux pour moi de travailler aussi comme ça. Hein, et puis le travail bien sûr d'équipe, de, comment dire ça, de mise en commun, de travail de supervision, de travail de pouvoir aussi avec d'autres essayer de comprendre ce que ça nous faisait et ce qu'on faisait aux autres qu'on accompagnait, de la place qu'on occupait. Et alors ça, à quel moment ça change pour toi? Donc ça va changer parce qu'en 2011, on m'a proposé un poste, une collègue, une ancienne maître de stage qui se souvient de moi, enfin me rappelle comme ça en disant écoute, je travaille dans un contexte psychiatrique et il y a un poste là dont on m'a parlé, j'ai pensé à toi. Enfin voilà, comme souvent c'est des rencontres qui se tissent comme ça, et donc on me propose de changer aussi complètement de contexte et de postuler, on va dire en tout cas, pour travailler dans un hôpital de jour en psychiatrie adulte, un hôpital de jour qui est organisé autour de la question de la crise. Voilà, ça. Donc avec Ils sont spécialisés dans la gestion des crises, c'est ça? En tout cas, spécialisé dans une proposition de soins, là aussi borné dans le temps. Cette idée de proposer un espace de soins pendant 3 mois, permettre à des personnes, soit pour éviter par exemple qu'elles soient hospitalisées dans un contexte, par exemple ça peut être dans un contexte d'idées suicidaires, dans un contexte de bouffées délirantes, dans un contexte de fragilité, des gens qui se retrouvent par exemple aux urgences, et voilà, plutôt que de rentrer en intra, pouvoir bénéficier comme ça d'un espace qui soit un peu autre, un peu là aussi contenant, pendant 3 mois, donc soit avant l'hôpital, soit en sortie d'hospitalisation, pour là aussi aider les gens à refaire un peu le lien, et puis amortir, on va dire, tout ce qu'elle peut faire vivre une expérience d'internement en psychiatrie. Donc l'idée, c'est pendant 3 mois de pouvoir bénéficier d'un accueil tous les jours, de 9h à 17h, comme des horaires de bureau, quoi. Donc les gens sont chez eux, sont dans leur famille s'ils en ont une, enfin, ils se lèvent le matin, ils viennent bénéficier des soins, ils repartent à 17h, et pendant 3 mois, et ben c'est tous les jours proposer des soins individuels, des soins groupaux. Il y avait une assistante sociale, il y avait des infirmières, il y avait Et là, tu des collègues commences à psychiatres. toucher à d'autres techniques ou Et donc, qu'est-ce qui se passe là? ça va effectivement commencer à bousculer encore plus ma clinique. Donc, je me retrouve à intégrer cette équipe qui était vraiment une équipe très, très, très chouette, très, très passionnée, on va dire, même très investie. Donc, à mi-temps dans cet hôpital de jour, donc, et puis à mi-temps dans un CMP, un centre médico-psychologique où on fait de la consultation avec des collègues psychiatres, avec là aussi des collègues infirmières et puis assistantes sociales. Et donc à mi-temps, et avec une clinique qui va donc quand même radicalement changer dans quelques semaines, en fait, entre plutôt l'approche des liens gériatriques. Entre les personnes âgées, oui. Et puis donc la pratique en psychiatrie. Donc on repart jamais de zéro, hein, on remet à jour, on cuisine presque, j'ai envie de dire, on mijote un peu tout ce qu'on a en soi, on redécouvre aussi un peu des choses avec lesquelles on se sent à l'aise, avec des choses qui nous bousculent plus. Donc je me suis retrouvé à animer des groupes parole, des groupes à médiation, j'ai pu travailler avec le photolangage, ça c'est un outil que je connaissais déjà, j'ai pu le photolangage? Le photolangage, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu connais le photolangage? C'est un truc que je connais pas. C'est une médiation, en fait, c'est une proposition de travail groupal à partir de jeux de photographie. Oui, okay. Et avec une proposition, en gros, où à partir d'un thème, on propose aux gens, en groupe, de pouvoir répondre à une question à partir d'une photo qu'ils vont choisir. Donc on leur propose comme ça une quarantaine de photos, et puis ils choisissent une photo. Et puis donc après, il y a un temps d'échange, où en groupe, on prend le temps de mettre en commun la réponse, pourquoi cette photo nous donne des outils pour répondre à la question commune sur laquelle on s'est arrêté, quoi. Donc c'est tout un travail, encore une fois, de médiation de la parole, de l'engagement du groupe, et ça permet de dire beaucoup de choses de soi sans jamais être en frontal, quoi, parce qu'on parle de la photo, en fait. Donc c'est vraiment aussi
un outil assez intéressant pour pouvoir désamorcer, on va dire, parfois des enjeux et de groupe et de clarifier des choses, en tout cas de ce que ça peut faire vivre. C'est des questions souvent autour de l'expérience de l'hôpital, des questions autour de la violence, de ce qu'on est en train de traverser, tu vois, ça peut être des questions humaines très, très fortes. Oui, bien sûr. Et puis donc je me suis retrouvé à de plus en plus accueillir des personnes qui pour plein de façons et pour plein de raisons différentes, de plein de façons différentes et pour plein de raisons différentes, étaient confrontées à la question de ce que aujourd'hui j'appelle la clinique du psychotrauma. Voilà. Et pour laquelle je n'étais pas spécifiquement formé. J'avais lu des choses, je lisais des choses, c'était des domaines qui m'intéressaient, mais je me suis assez vite rendu compte que la proposition d'un soin essentiellement basé sur l'engagement et la parole ne suffisait pas pour accompagner les patients que je rencontrais dans le cadre de la consultation au centre médico-psychologique ou dans le cadre de l'accompagnement à l'hôpital de jour. Donc c'est dans ces deux espaces-là que j'ai commencé à me dire il faut que je me dote d'autres propositions, d'autres approches. Il y a des choses, je vois bien que ça suffit pas. T'as des patients en tech là qui te reviennent? Parce que moi j'en ai plein, ouais. Ouais. Okay. Toi, la plus marquante ou le plus marquant pour toi c'était quoi? Où il y a eu vraiment un avant et un après? Moi je l'ai en tête. Je ne sais pas si j'arriverai à dire un patient. Là, j'ai des images, par exemple, encore une fois, c'est des images de corps. Par exemple, des images de. Tu es en train d'animer un groupe de parole avec 14 patients dans ce cadre de l'hôpital de jour, et puis tout d'un coup, c'est effectivement le corps qui s'effondre, c'est le corps qui s'arrête, tout le monde est sidéré. Ah oui. Alors qu'on est en train dans le lourd. Oui, c'était dans le lourd. Ah oui. En train de travailler sur des problématiques très dissociatives, en fait. Là aussi, c'est des mots et des approches qui ne sont pas forcément très claires pour moi à cette époque-là. Des patients, effectivement, qui sont dans des logiques de répétition. Des enjeux où le corps se retrouve embarqué dans des processus de blessures, des patients qui se retrouvent pris dans des logiques, par exemple, je pense à une patiente qui était dans des vécus très, très traumatiques aussi suite à des agressions sexuelles multiples et qui était elle-même embarquée dans des comment on appelle ça, des conduites à risque en fait sexuelles qu'elle ne comprenait absolument pas et qu'elle nous faisait vivre, je dis nous parce que c'est aussi des suivis que je portais jamais tout seul. Voilà, c'est un travail d'équipe, comme tu l'as dit. C'est un travail d'équipe. Oui. Donc en équipe, réflexion après réflexion, échange après échange, je me suis dit, ce serait important que je puisse me former. Donc là, je me suis formé en EMDR en 2011. 2011, j'ai commencé en EMDR. Donc c'est-à-dire en fait, peut-être 6 mois après avoir commencé à travailler en psychiatrie, je me suis dit là, il va falloir que j'agrandisse la boîte à outils, on va dire. C'est ça. Donc c'est déjà un premier cheminement, parce que c'est pas du tout une évidence. Le contexte dans lequel je travaillais, c'était plutôt avec une lecture psychodynamique, les psychiatres avec lesquels je travaillais. Ça avait l'air d'être bien installé dans tous les espaces que tu as décrits. Une culture commune, en tout cas, dans laquelle je me reconnaissais. Et alors comment ça se passe la transition? Toi, tu arrives maintenant avec ton outil, tu as un autre outil, tu as une autre perspective? Et ben ça a été. Ils accueillent ou ça rejette? Les deux. Ouais, disons que ça n'a pas été un rejet, j'ai pas eu à faire face à des rejets brutaux, un peu comment dire ça, pas de mise au placard. Non, j'ai pu faire l'économie, on va dire, de ça. Et c'était chouette d'ailleurs. En même temps, 2011, le MDR est déjà bien lancé, quoi. Ouais, ça commence à... je suis quand même... J'ai un pionnier non, mais j'ai peu de collègues à l'époque qui travaillent avec ces outils. C'est ça le bien. Donc, mais ça a été un processus qui a été quand même intéressant parce que je suis resté de 2011 à 2019 en psychiatrie, dans ces deux unités-là. Ouais. Et pendant tout ce parcours-là, j'ai pu aider, on a accepté, par exemple, notamment les deux psychiatres qui étaient les deux
référents de chacune de ces unités ont pu accepter que j'apporte des propositions de formation. On a pu faire intervenir Emmanuel Contamin, qui est un collègue pédopsychiatre, qui est formateur en MDR, qui a pu venir aussi être associé comme ça à une formation qu'on avait fait sur le psychotrauma, en croisant différentes approches. On avait créé un protocole de formation qui était un peu innovant, parce qu'on a fait venir des collègues de Lyon 2 qui étaient plutôt une approche psychanalytique et en même temps pas complètement fermée, mais qui parlait pas du tout la langue de MDR. C'est ça. Et puis Emmanuel qui était venu faire une formation, Emmanuel Contamin, qui était avec donc, typiquement l'approche MDR, mais qui n'était pas du tout là aussi avec cette idée, ce qu'on va vraiment se comprendre. Et donc c'était vraiment la formation qu'on a pu mettre en place pour que ça soit, et l'hôpital psychiatrique a accepté de nous payer ça, on va dire. Et vous êtes parce qu'on avait, c'était, moi je trouve la vraie richesse de ce processus. En tout cas, ça a été donc ça a été un travail d'accueil en tout cas, et de clinique. C'est surtout ça que je veux dire, c'est que je n'ai pas eu à faire un espèce de mur un peu par principe, quoi. Voilà. C'est-à-dire que cliniquement, petit à petit, donc voilà, c'est des formations qu'il a fallu que je me paye moi-même. Enfin, voilà, il n'y a pas eu un soutien institutionnel en disant. Il a fallu que tu t'investisses. Voilà. Mais par contre, on m'a laissé proposer des soins. Ils m'ont laissé faire de la place à ces approches-là. Ils ont accepté d'en profiter. Ils ont accepté d'en profiter. Ils ont accepté de voir que ça servait, que c'était pas inintéressant, qu'il y avait des choses qui changeaient, qu'il y avait des processus qui se mettaient en place. Donc, et puis que ça permettait d'en parler là aussi en équipe, de pouvoir associer un peu ces différentes dimensions des soins, même si on ne travaille pas tous pareil et pas tous avec les mêmes approches. Donc tu suis ton parcours MDR là pendant 8 ans, c'est ça? Jusqu'en 2019. Ouais, j'ai été accrédité en 2014. Okay. Et donc dans ce que j'ai en 2019, c'est que jusqu'en 2019, j'ai pu travailler dans ces deux structures, et en 2019, il y avait eu plein de choses qui s'étaient passées, des changements de chef de service, des histoires de réorganisation au sein plutôt de l'hôpital psychiatrique. Il y a la grosse machine, on va dire, l'hôpital psychiatrique, et un contexte de soins dans lequel en fait on a eu bien du mal à se retrouver les uns et les autres. Des logiques malheureusement que beaucoup d'institutions et beaucoup de structures de soins ont vécu et continuent à vivre. Et j'entends malheureusement beaucoup de collègues qui m'expliquent que c'est encore un peu toujours les mêmes logiques, mais les enjeux de restriction, on ferme des lits en intra, donc les structures en extra-hospitalières, comme dans celle dans laquelle je travaillais, se retrouvent un peu en bout de course, donc on leur demande de compenser, de pallier les manques, et on se retrouve avec une structure qui était vraiment hyper affinée, notamment l'hôpital de jour, qui était hyper adapté pour accueillir des patients avec un profil très spécifique, du côté des troubles de l'humeur, du côté des enjeux psychotraumatiques pour le coup qui prenaient énormément de place et sur lesquels on pouvait vraiment travailler beaucoup de choses. Et puis pour dire vite, en gros, tout d'un coup, il y a une injonction de l'intra qui demande à ce qu'on accueille des patients dans des souffrances psychotiques très, très avancées, ou dans des moments de crise psychotique qui correspondaient pas du tout au projet de soins de l'hôpital de jour. Donc il y a quelque chose qui s'est vraiment abîmé à ce moment-là. Enfin, en gros, on nous demandait de continuer à faire comme si c'était pareil, sauf que c'était pas avec les mêmes patients. Donc on a lutté comme on pouvait, on a essayé de défendre des choses comme on pouvait. Je dis on parce que plusieurs de mes collègues, médecins, infirmiers, ont chacun cheminé pour essayer de continuer à trouver du sens à ce projet-là. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui a plus été possible pour moi. Donc en 2019, j'ai arrêté de travailler dans cette structure. Et on m'a proposé aussi, en tout cas là j'ai eu la chance de pouvoir aussi assez rapidement investir un autre espace de soins qui était aussi qui est un espace très, très intéressant et très riche. C'est-à-dire qu'en 2019, on venait juste de se mettre en place ce qu'on appelle le centre régional du psychotraumatisme à Lyon. Qui est un des centres, à l'époque il y en avait une quinzaine, je crois. Quinzaine de centres ? En 2019, à l'époque, peut-être maintenant ils doivent être à une vingtaine. Non,
en France. En France. À l'époque, il y en avait D'accord. 15 qui étaient Ouais. en métropole et puis dans les dom-toms. Mais c'est les centres qui ont été créés un peu à la suite de ce qu'on a appelé le plan Bataclan, enfin voilà, où il y a eu Ah oui. une proposition d'essayer de rationaliser un peu la manière d'accompagner le psychotrauma en France, voilà, donc avec la création d'un centre qui s'appelle le Centre national de ressources et de résilience, le CN2R, qui est un lieu qui permet de mettre à disposition de toutes les personnes qui sont confrontées de près ou de loin, en tant que patient, en tant que soignant, en tant que famille, enfin la question du psychotrauma, de mettre en commun plein de ressources voilà, sur ces questions-là. Et puis des espaces de Donc toi, clinique. tu intègres un de ces centres-là? Et Le centre j'intègre de un Lyon. des centres, donc celui de Lyon, Ok. et qui était en train de se mettre en place. Donc c'était aussi un projet et Tout était à construire. un travail hyper intéressant avec des collègues psychiatres là aussi, avec des collègues infirmiers et psychologues. Et puis de commencer à pouvoir investir cet espace qui est à la fois donc un espace de clinique. L'idée c'est de pouvoir proposer des soins, un espace de formation, un espace de recherche et puis un espace de mise en réseau pour que les personnes puissent bénéficier de ressources si elles ont besoin, mais à l'échelle régionale. Donc c'est un gros travail en fait pour chacune de ces missions. Et donc j'ai travaillé dans le cadre de ce centre de 2019 à 2023. Ok. Et puis ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que en filigrane, j'ai toujours aussi gardé un temps, depuis 2009 je crois, dans un espace qui est un centre de prévention pour les personnes à partir de 50 ans et aussi avec toutes les étapes autour de la retraite et puis la question du vieillissement. Voilà, c'est un espace dans lequel j'interviens, encore aujourd'hui. Le centre régional de prévention, voilà, qui permet aux personnes de bénéficier d'un temps avec un médecin et un temps avec un psychologue de consultation pour faire un peu le point sur là où ils en sont. Mais pourquoi tu quittes le centre du psychotrauma? Parce qu'a priori, c'est à la pointe. Ouais. Et que justement là pour le coup on était Tu as vraiment... pris conscience des enjeux du psychotrauma, la nécessité de les soigner, tu es équipé avec le MDR. Et puis que les formations ont continué, hein, qu'on n'a pas cessé, j'ai pas cessé de me former. Tu t'es formé à quoi du coup Après le MDR? Alors, surtout j'étais intéressé beaucoup, alors je ne me suis pas formé spécifiquement à la sensorimotrice, mais j'étais intéressé à ces enjeux-là, donc c'était à commencer à voir ce qui se passait un petit peu du côté de la théorie polyvagale, commencer voilà, je fais des conférences un peu sur tous ces sujets. Et puis après 2019, en fait, on en parlera peut-être tout à l'heure, je me suis formé en fait à incorporer assez rapidement en fait, comme choix d'axe prioritaire, on va dire. Et pour répondre à ta question, enfin, c'est toujours un peu compliqué de trouver un seul axe, mais là aussi en 2019, de 2019 à 2023, j'ai quitté le centre du psychotrauma. Parce que je m'y retrouvais plus. Voilà, on va dire ça comme ça, rapidement. Qu'est-ce qui manquait? Parce qu'en fait, quand est-ce que tu commences à incorporer? 2020, il me semble. Ouais. 2020. Tu fais partie de la première promo à Lyon. Ouais. Et donc tu y es déjà dans ce centre. Et est-ce que c'est la vision d'incorporer qui fait que ça se décale ou Non, pas que? Non, c'est pas que. C'est plus là aussi l'impression peut-être de sentir un décalage qui se creuse entre peut-être l'ampleur et l'amplitude de tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est amené à faire dans ce type de centre avec une ambition quand même assez importante et en termes de propositions de soins, encore une fois de formation, de réseau, enfin, une échelle régionale avec un axe notamment autour du psychotrauma qui forcément fait beaucoup de place à la question du trauma complexe. C'est un centre qui est visualisé comme un centre expert. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des centres qui se limitent, qui n'intègrent pas qu'il est dessous. Enfin, qu'il y a peut-être plus de trauma complexe que de trauma.
Je pense peut-être ça doit faire partie de ces décalages qui ont fait que je m'y suis plus complètement retrouvé à un moment donné, notamment parce qu'on était identifié notamment par les collègues de la région comme un centre qu'on venait solliciter un peu en bout de course, quoi, quand on n'arrivait plus à trouver de solutions. Ah oui. Et que dans la réalité clinique, c'était beaucoup ce qui se passait avec des demandes de situations très compliquées, très complexes. On a développé tout un travail aussi en équipe, hein, et avec des partenariats autour des soins proposés à des migrants, par exemple, à des populations confrontées à des traumas aussi liés à la migration. On a travaillé sur la mise en place de groupes, de MDR en groupe, par exemple. Avec Emmanuel Contamin, là encore, on a travaillé là-dessus sur la mise en place d'une recherche pour un peu formaliser tout l'intérêt de ce type d'approche. Enfin, il y a eu beaucoup de choses vraiment hyper passionnantes, hyper formatrices et un travail d'équipe aussi riche. Mais c'est ce décalage, je pense, entre les moyens que se donnait, on va dire, l'hôpital au sens large pour répondre à la réalité de ces ambitions et la charge auquel on était censé pouvoir répondre. Et notamment quand il y a eu plusieurs départs, il y a eu une politique, on va dire, de recrutement qui était pas très favorable, qui laissait peu de place à l'idée de pouvoir accueillir des gens formés. Enfin, on était beaucoup sur le recrutement de très jeunes collègues qui sortaient de la fac. Enfin, donc voilà, il y a eu toute une série de... Quelle belle idée. Pardon ? Quelle belle idée. Voilà. Donc malheureusement, il y a un moment donné, c'était un peu voilà, ça n'avait plus assez de sens, en tout cas par rapport à l'énergie clinique que ça me demandait et que je me voyais investir sur tous ces registres-là de formation, de recherche, de clinique assez impliquantes. Et puis j'avais débuté une pratique en libéral aussi depuis quelques années. Voilà, et j'ai fait le choix en 2023 de réorienter, on va dire, l'organisation de mes semaines. Donc je travaille aujourd'hui à mi-temps, enfin 3 jours par semaine en cabinet, une journée dans le centre de prévention. Ok. Ouais. Et puis une journée pour continuer à faire respirer le reste, quoi. La réflexion, les formations. Faire respirer le reste. Ouais. Donc, comment tu arrives dans l'incorporé ? Comment j'arrive à incorporer ? Ouais. Alors, c'est à la fois assez naturel et puis comme souvent pour les aventures, ça va demander des étapes les unes après les autres. La première fois que j'entends parler d'incorporer, je suis blessé. C'est ça qui me vient en premier. C'est-à-dire qu'on est en mars 2020. Juste au moment du confinement, j'ai fait une très mauvaise chute en snowboard. Je me suis explosé l'épaule. J'ai le bras en écharpe, tout comprimé, et puis le confinement vient d'être déclenché, donc il n'y aura pas de soins. Ça ne va pas être si simple que ça d'avoir des spécialistes. Enfin, voilà. Donc mais le premier mouvement qui me vient, c'est ça. C'est d'être le bras en épaule, un peu dans un moment où tout s'arrête, on est un peu tous coincés, confrontés à cette espèce d'étonnement, de stupeur. On fait quoi avec ça ? On fait quoi c'est quoi les outils dont on va avoir besoin ? Et j'entends parler d'une de tes propositions que tu fais sur Internet à ce moment-là, en disant, s'il y en a qui travaillent en EMDR et qui ne savent pas trop bien comment ça peut se passer pour travailler en visio, à distance. C'était si ça vous dit, venez. C'est ma proposition à l'époque. Voilà. On peut partager des choses autour de ça. Ouais. Donc je trouve la proposition assez chouette, assez généreuse, assez bienvenue. En tout cas, dans un moment où on a plutôt l'impression que les portes se claquent, de se dire, tiens, moi j'ouvre des portes. Il y a quelqu'un qui dit, si vous voulez, c'est ouvert. C'est mon truc, ça. J'ouvre les portes quand les autres se ferment, c'est bien ça. Donc mon premier rapport à incorporer, c'est ça. Okay. Et puis après, faire des liens, parce qu'en fait, j'avais lu le bouquin de Janina Fischer déjà, donc faire le lien là en disant, mais en fait, c'est ok, d'accord. C'est le traducteur. C'est celui qui avait traduit, donc c'était à la fois quelque chose d'un peu commun et en même temps, d'accord,
de quoi ça parle. Enfin voilà, quand même un peu le côté un peu surprenant. Les premières séances sur l'ancrage, sur le travail, sur la vision en EMDR, c'était encore assez classique, on va dire. Enfin voilà, Oui. ça m'a apporté des éclairages, des outils que j'ai assez facilement pu faire dialoguer avec ce que je savais déjà et ce que je faisais déjà. Mais quand je dis des décalages, c'est de me rendre compte qu'en fait, il y avait. Quand j'ai commencé à te voir, par exemple, nous proposer le protocole de soutien, enfin assez vite, voilà, ça c'était plutôt. Ah, tiens, je connais pas ça. Très différent, ça. C'est très différent. Donc voilà, c'est le premier souvenir du lien incorporé, je te dis, c'est un rapport physique à la fois d'être coincé Oui. et de quelque chose Je me rappelle, qui propose effectivement, il y avait un beaucoup mouvement. d'activation sur ton bras. Ah ouais. Lors du... Ah oui, parce Ah, que la formation. je me suis inscrit comme ça, quoi. Voilà. Ok. Et puis donc j'ai envoyé un mail en me disant bah écoute, je serais bien partant pour en savoir plus parce que je suis pas sûr de tout comprendre, mais en même temps ça me parle cette histoire de faire un peu plus de place à du corps, de faire un peu plus de place à de la sécurité par le corps, dans le corps. Par la présence. Ouais. Par le présent. Et puis cette histoire des parts aussi, qui oui. était déjà déclinée dans le livre de Janina Fischer et qui me parlait par rapport à des situations cliniques, enfin peut-être même dans la majorité des situations cliniques que j'accompagnais à l'hôpital ou au cabinet déjà à cette époque, en me disant voilà, la dissociation fragmente, la fragmentation fait que les gens se retrouvent avec des niveaux de vécu qui sont parfois tellement hétérogènes et que ça fait tellement de mal en fait de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer en soi, quand plein de choses s'allument en soi, alors qu'on essaye déjà juste de faire en sorte de rester dans son quotidien, et que ça c'est un truc qui me parlait parce que c'est ce que les patients m'expliquaient qu'ils étaient en train de vivre et parfois me faisaient vivre la plupart du temps me faisaient vivre aussi quand je les suivais. Donc voilà, c'était cette idée de comment on pourrait les aider à rajouter un peu de lien, de cohérence, de dialogue, quoi, voilà, de communication. Oui. Et donc voilà, donc on se retrouve à cette tu première commences session. en 2020 et du coup là on est en 2024, donc ça fait assez court. Ouais, ça a été assez Et tu continu. Tu as fait toutes les formations parce que je... Assez. Ouais. Ben oui. Mais oui, il y a eu une espèce de. Il y a eu un mouvement là, d'engagement. Ouais, c'est ça. Parce que donc on est au printemps 2020. Je crois que la proposition que tu fais, c'est on se retrouve en septembre. Donc si je me trompe pas, on s'est fait une première session en septembre 2020 à Lyon. Mars ou septembre, on a fait un truc comme ça. C'était septembre parce que mars, on était encore tous on était confinés. Complètement Donc ça confinés. devait être septembre, ouais. Donc c'était aussi des premières fois où on ressortait les uns les autres, on avait des masques. La libération pour tout le monde. Donc c'était déjà aussi où on en est de nos frontières, où on en est de nos niveaux de mise en sécurité, du rapprochement ou pas. Et on arrive dans un appartement avec d'autres collègues, un Julien Bayet qu'on rencontre en chair et en os et qui nous dit assez vite en fait on se retrouve à partager plein d'infos et puis à partager des practices et on se retrouve à aller vérifier ce qui se passe par terre, vérifier ce qui se passe dans des réflexes, quand on se laisse tomber dans les bras des autres, quand on travaille sur des... Voilà, donc ça, les premières images d'incorporer, c'est aussi ça, c'est dans quoi on tombe et qu'est-ce qui me rattrape. Alors, du coup, ma question, c'est pourquoi on revient, quoi. C'est que je sais que ça surprend tout le monde, je suis en plein module 1, là, donc je les vois. Leur plus premier jour est... Je disais à la fois c'est assez... Pourquoi c'est assez naturel et en même temps un peu bousculant, mais je pense que pourquoi on revient, c'est parce que cliniquement, à chaque fois, les points sur lesquels on s'arrête et qui permettent de faire des connexions, de faire des liens, ces points-là ont du sens par rapport à, encore une fois, à la réalité clinique.
Moi, c'est pour ça. En tout cas, c'est ça qui me fait Tous les revenir. là, dans tout ton parcours, C'est ça qui me fait revenir. tous tes patients auraient pu Oui. en bénéficier. Euh, Ça pourrait être intéressant d'ailleurs d'aller vers les populations âgées. ah ben, je pense que ça Étant viendra. donné que tu es un expert, ça pourrait être pas mal que tu te lances Je là-dedans. pense que ça viendra parce que c'est. Oui, je pense que. Enfin, expert, je sais pas, mais en tout cas que ça me. Comparé à moi, si. Plus, en Plus tout cas, t'as plus expérimenté. d'expérience. Ouais, voilà, T'es c'est plus ça. expérimenté. Et que effectivement ça résonne. Ça résonne dans chaque rencontre. Encore une fois, même quand je fais dans le cadre du centre de prévention, dans le cadre où je rencontre les gens 1 heure, enfin, il n'y a pas une interaction où ça n'allume pas des enjeux je ne travaille pas là comme ça sur une rencontre et quand les gens viennent faire de la prévention, on ne fait pas un travail thérapeutique comme on le ferait dans un suivi, on ne fait pas un travail de langage de part, quoique, des fois, dans le cadre d'une seule rencontre, on est déjà en train de se dire, vous savez, Moi, je me prive pas. là on est en train de travailler sur cet aspect de vous qui se retrouve avec ces schémas-là, qui se retrouve avec ces modalités de réaction. Et donc, quand je dis on ne se privait pas, c'est de parler le langage des parts, on le fait en fait, mais c'est plutôt d'engager un travail autour des parts. C'est plutôt. C'est ça. Voilà, on a un one shot, c'est parfois un peu rapide. Et alors, donc tu fais toutes les formations et tu vas même encore plus loin. Tu décides de devenir formateur. Ouais. Pourquoi? Parce que ça a l'air de répondre à quelque chose que je me vois faire, parce que mon corps a l'air d'accord avec cette idée, parce que le mot qui me vient, c'est je trouve ça, je sais pas, à sa place en fait. Je trouve ça, plusieurs fois pendant les formations, je me disais mais je me verrais bien faire ça, accompagner comme ça un groupe en train de vérifier des choses, en train de vérifier de la sécurité et de vérifier comment en sécurité on remet à jour des niveaux de blessures, des niveaux de blocage, des niveaux de schéma, et de l'avoir expérimenté comme ça dans le cadre des différentes strates, des différentes étapes de formation. À plusieurs moments, je me suis dit, tiens, ça fait partie des exercices ou des postures dans lesquelles je pense que ça me ferait plaisir d'un jour pouvoir faire ça. Et puis quand au fil d'une des formations, je me rappelle, c'était, je crois, dans un module Mindful Contact, ou dans peut-être le premier Mindful Contact qu'on a fait ensemble, qui est une de tes propositions particulières et originales que tu es capable de créer. C'est là que vous réalisez qu'en fait, quand je vous ai fait ramper à 4 pattes au sol, c'était rien. C'était rien. On peut faire plus. On peut faire autre chose encore. Les terrains de jeu sont multiples. C'est ça. On peut aussi se pousser contre des canapés. On peut aussi vérifier comment au sol on n'est jamais tout seul. Même s'il y a quelqu'un qui nous saute dessus et qui essaye de nous dire repousse-moi si tu es capable. Enfin, voilà. Donc c'était ce type de jour-là. Juste pour l'info, le Mindful Contact, c'est une proposition où c'est les arts martiaux qui sont la porte d'entrée, mais qui du coup permettent d'avoir une perspective, j'ai envie de dire, encore plus réaliste. Parce que comme on travaille nous sur les systèmes de défense, tous les systèmes de combat, fight, freeze, etc., ben là, on les fait dans le module 3, mais de façon en douceur, parce qu'on va être vraiment dans le thérapeutique et dans l'intégratif. Ça secoue, mais Pas que, on fait tout pour freiner. C'est ça. Alors que dans le Mindful Contact, on y va un peu plus franchement. Et on joue. Et du coup, on joue, sinon on va s'entretuer. Mais on joue à pousser le curseur un peu. On joue à pousser le curseur, effectivement. Voilà. Ok, et donc ça, du coup, ça t'a dit? Et c'est à la fin de cette journée, je crois qu'on a eu un échange, on était quelques-uns à se dire, mais tu sais, un jour, si tu as envie, on serait bien partant, ou en tout cas, moi, je t'avais dit, je crois que je suis prêt, ou en tout cas, ça me dirait bien un jour, et puis il se trouve que tu as dit, c'est comme ça que ça s'est construit, en fait, oui, parce que moi, j'avais pas du tout anticipé ça. J'ai même pas anticipé que je créerais une psychothérapie un jour, donc je suis ce qui vient. En fait, j'applique ce que je vous dis, c'est tout.
Et donc en suivant ce qui vient, vous me faites la proposition, et donc je peux que me dire pourquoi pas. Pourquoi je découragerais des gens qui veulent m'aider parce que ça se développe et que de plus en plus de gens, parce qu'on puisse en bénéficier. Moi, mon ambition quand j'ai lancé les formations, c'était que j'en avais marre de refuser des gens en séance. C'est que on est tous saturés de demandes, on a des listes d'attente à foison, et j'étais là, mais merde, un truc qui marche très bien, qui est super, qui aide encore plus, donc il faut que je transmette. Donc quand vous m'avez dit, bah, nous aussi on veut prendre le relais, forcément j'ai dit, allez, c'est parti. Eh ben écoute, c'est super. Tu es musicien. Ouais. Parle-nous de musique, parce que là on était très pro. Mais ça va être un univers. Alors moi je te pousse pour que ça se connecte. Hein, l'univers incorporé. Mais déjà pour toi, alors ça commence quand? Tu fais quoi? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Eh ben, ouais. C'est peut-être ma deuxième langue, on va dire. La musique, c'est plutôt ça. Ça commence. Et la première c'est quoi? J'ai le maternel. Le français. Le français, ouais. Ça prend la place. Ouais. Ouais, parce que j'ai fait de la musique depuis tout petit en fait. Je sais pas, 5-6 ans peut-être, j'ai dû commencer avec différentes formes d'instruments. De plus en plus. Je commençais par le violon, et puis à un moment donné, c'était beaucoup trop aigu pour mes oreilles, et j'en ai eu marre quand j'avais 17-18 ans. J'ai fait de 6 à 18 ans, je pense. Et puis. T'as fait 12 ans de violon? Ouais. Ok. Et puis après, j'ai eu envie de faire de la basse. C'était plus. Toujours des cordes? Ouais. Mais un autre registre, et puis avec le plaisir aussi de commencer à faire des groupes, enfin à faire un groupe, de croiser aussi des copains qui avaient une guitare, voilà, donc assez vite se dire viens on fait ça, viens on s'amuse à se glisser dans des chansons, on les refait, on en écrit, enfin voilà, donc c'est un truc qui a assez vite pris de la place comme à la fois quelque chose qui me fait du bien et qui est important pour moi et qui est resté là aussi comme un fil conducteur quoi, dans ma vie d'adulte, on va dire. Ben ouais. Et donc j'ai la chance d'avoir toujours continué à faire de la musique à des moments pour moi, à des moments en allant chercher des professeurs pour aller pendant un temps j'ai repris des cours, faire la contrebasse par exemple, donc c'était encore un autre format. Et puis après entre temps j'avais beaucoup appris comme ça sur le tas, mais pris plaisir à jouer de la guitare et puis à m'accompagner à faire de la guitare pour chanter, pour écrire des chansons, ça reste. Donc attends, je suis en train de calculer là. Tu as dit que tu faisais finalement de la musique depuis tes 6 ans? Ouais. Et tu as 48. Tu as 40. T'es plus vieux que moi? Ouais. Là, ça se voit. Et donc ça veut dire que ton système nerveux, il a 42 ans d'entraînement de musique. C'est ça que ça veut dire. De frottement. Et alors quel lien tu fais entre ce qu'on fait nous et ça? Est-ce qu'il y a des liens qui se font? Comment tu vis ça? Parce que moi, je suis pas musicien, je le regrette. Bon, pas suffisamment pour me lancer. Ça c'est typique. Ça c'est à voir. Hein. Mais parce qu'on peut se lancer des challenges aussi. On peut se lancer des oui, si je fais des norvégiens déjà, on verra après. Ça va, j'ai ce qu'il faut au niveau de challenge, merci. Mais du coup, moi je suis très curieux parce que c'est vraiment un truc que j'expérimente pas. Je peux faire des liens avec les arts martiaux parce que j'en ai fait 15 ans, mais toi c'est pas 15 ans, c'est 42 ans, c'est énorme. Qu'est-ce que tu peux un peu. Si tu fais des liens, lesquels tu fais en fait? Si tu en fais. Le premier lien qui me vient comme ça, c'est la question du groupe. Ouais, ok. Même avant. C'est pas le tactile. Avant le tactile. C'est d'abord le groupe. Mais après, bien sûr que tu es obligé de rajouter
un membre à ton corps d'une certaine manière. C'est le cas. Quand tu viens C'est une extension faire de la place à un ton instrument corps, et quand tu viens exprimer, ressentir, vérifier que quand tu touches, tu es touché en même temps, et enfin, toutes ces histoires-là. Enfin, Ouais. forcément que ça soit. Si le toucher d'un violon, c'est pas la même chose que le toucher d'une contrebasse, c'est pas la même chose que le toucher d'un piano, c'est pas la même chose C'est qu'un pour ça que mouvement moi, de guitariste, effectivement. dessus, Enfin, je me projette dans le tactile, dans le contact, dans le mais toucher. je crois que le premier mouvement qui vient, c'est quand même le groupe. D'abord parce que tu apprends la musique Mais t'es pas tout seul. en groupe. Ouais. Et que si je laisse Et à venir vous revenir des coordonner souvenirs aussi, de. du coup. Pardon. Oui, il faut vous coordonner en plus. Ouais. Mais même quand le petit, Aux le instruments. petit, Je suis en train de réaliser. le petit garçon de 6 ans qui commence la musique, c'est aussi des expériences de plein de petits marmots avec une prof de solfège, des trucs sur lesquels on tape, mais en même temps, toi d'emblée, c'est ça, quoi. C'est être ensemble. Et je crois que ça aussi, c'est un truc qui a toujours. J'ai jamais fait de musique tout seul, pour moi, tout seul. Enfin, où j'ai jamais eu envie d'écrire quelque chose pour moi, par exemple. Et c'est toujours parce que je sais qu'on va le jouer avec des copains ou parce que. Donc c'est ça d'emblée qui vient. Et puis l'autre truc qui me fait penser aussi à incorporer, c'est que je sais pourquoi tu me poses la question. Parce qu'un jour, je me rappelle, et comme quoi il faut toujours faire attention à ce qu'on dit à Julien. C'est la leçon. Mais je me rappelle peut-être avoir partagé tout mon enthousiasme parce que je venais de voir comment il s'appelle ce documentaire de Peter Jackson, je crois, sur les Beatles, qui s'appelle Come Together. Tu m'as parlé de ça. Oui. Et j'avais été fasciné en regardant ces heures-là de Rush que Peter Jackson a retrouvé, de vieilles, enfin de bouts de films qui n'étaient pas censés servir à ça, mais qu'il a pu mettre ensemble, et on voit tout un processus créatif en direct, en vrai, les Beatles. Bon, voilà, on fait avec ce qu'on a, mais qui sont en train d'écrire des chansons. Bah oui, c'est clair. En train d'écrire des chansons. C'est pour quel album? C'est sur plusieurs albums ou c'est sur un particulier? Je sais pas le nom d'album, parce que pour le coup je suis pas spécialiste, Okay. mais ils écrivent en direct, par exemple, si je dis pas de bêtises, Let It Be, ils écrivent en direct. Okay. Enfin voilà, des chansons qui sont des chansons universelles, enfin, qui font partie de l'univers de chacun. C'est dans l'univers. Et tu les vois en fait. Survivre à tout. Ouais. C'est peut-être déjà, je pense, parti. C'est peut-être partout. Mais tu les vois, tu vois ce processus-là. Comment en tant que groupe, en tant qu'individu, en tant que personnalité, ça se construit, ça se tisse, ça s'abîme, ça s'éteint, ça se freine, ça s'accélère, Enfin voilà, c'est qu'en regardant le processus, enfin en le documentaire, je vois des parts qui communiquent. C'est ça. Des parts d'un groupe. Ouais. Ok. Et donc je m'étais dit, voilà, ça serait donc ta quand même proposition, si je te suis, du coup, ça serait éventuellement pouvoir voir comment tu pourrais appliquer le modèle de communication des parts à des groupes de musique. Ben, on n'en est pas là, mais si on rêve, allez, tiens, ça serait, je pense que ça pourrait vraiment être chouette. Parce que c'est pas rien. C'est pas rien la vie d'un groupe. C'est pas rien. D'autant plus que, enfin, en termes de créativité, les parts, enfin moi, mes parts, mais les parts de plein de gens, quand vous vous autorisez quand même à les écouter, certaines, c'est juste, c'est presque terrifiant de justesse. Des fois, je me dis, mais c'est ok. Et donc moi, je me dis que c'est pour ça que ça a toute sa place. Enfin, dans tous les processus créatifs, quels qu'ils soient. Enfin, apprendre à s'écouter et à donner de la valeur à n'importe quelle idée qu'on a en nous, ça me semble juste la base. Parce que ça peut avoir tendance à allumer, effectivement, tout ce qui n'est pas d'accord. Oui. Tout ce qui vient dire t'es sûr, tout ce qui vient dire t'es pas capable, tout ce qui vient dire tu fais pas assez. Enfin voilà, donc c'est des trucs qu'on a pu aussi travailler. Ça, c'est autre chose. Que moi j'ai besoin de vérifier et de retravailler régulièrement. Mais par exemple, tu parlais tout à l'heure des formations, c'est des choses qu'on a pu bosser ensemble, par exemple dans les updates ou des choses comme ça aussi. C'était intéressant ta créativité d'aller là-dessus. Ou en tout cas, ce qui peut venir freiner. Et empêcher, ou faire qu'on procrastine, ou faire qu'on s'arrête avant même d'avoir essayé de mettre en action. Enfin, des trucs que théoriquement, parfois, on a bien compris, mais qu'on a besoin d'aller
puis ça, on prend des trucs, mais alors pour agir, D'aller vérifier et mettre en action. Ouais. pour agir, il n'y a plus personne. Donc, bah écoute, moi je te propose qu'on s'arrête là. Ouais. Hein, on a déjà fait un bon Merci. bien connaissance, merci à toi. Et je vous propose donc de venir retrouver Sébastien dans les formations incorporées, pour les modules, donc les modules 0A, les modules d'initiation. Vous retrouvez toutes les dates. Là, on finit l'année 2024, mais on va vite remettre les dates pour 2025. Et je vous proposerais bien aussi d'aller le challenger sur l'aspect musique. Ok. Voilà. Chiche. Merci à vous. Merci Merci à toi. Merci Et à à toi. bientôt. Ouais. À bientôt. Bye.